On dit de l'Inde qu'elle est la plus grande démocratie du monde. Une puissance silencieuse, à la recherche de l'homme fort qui lui donnera toute sa place et son équilibre entre tradition et modernité. Avec une population de 1,3 milliard d'habitants qui va bientôt dépasser la Chine et une puissance économique incontournable, la 5e mondiale, l'Inde du XXIe siècle est surtout un monstre en pleine métamorphose, engagé dans une course à la modernisation pour réduire les inégalités et devenir le pays de tous les records. Avec la 2e armée mondiale et son rang de puissance nucléaire pivot entre la Chine et l'Occident, l'Inde revendique aujourd'hui une place parmi les puissances militaires mondiales stratégiques. Après un siècle de colonisation anglaise, après une indépendance gagnée en 1947 par Gandhi et son bras droit Nehru, dans le plus grand pacifisme, et après 60 ans de pouvoir de la dynastie des Nehru-Gandhi, un homme du peuple, issu de l'opposition, prend la tête de l'Inde en 2014 avec la promesse d'un nouveau départ. Pour comprendre Modi, il faut le suivre au nord de l'Inde, au cœur de l'Himalaya, dans le lieu sacré de Kedarnath. C'est ici qu'il a été initié à la puissance de la religion hindoue et qu'il a pris l'habitude de venir communier avec ses fidèles dans les moments les plus importants de sa vie. Car Modi est avant tout un fervent croyant. Comme 80% des Indiens, il prie les dieux hindous. India is a country where a large part of the population has some spiritual life. So he's picking up on that knowledge, but he does it at the scale, where it can't just be meditation in his house, it has to be up in the Himalayas where the gods live. Devant les caméras qui le suivent, Modi se présente comme un sage, un guide pour l'Inde et pour le monde. Modi as a guru implies that he's some sort of spiritual leader. Now, in that sense, Narendra Modi, as Prime Minister, teaches through example. He's by who he is, what he does, what he says, what he eats, when he fasts. He's an exemplar of what people should aspire to be, and people are wowed by it. I asked him one question that you have come up with many innovative schemes. So he said that I actually have God's gift. Pour parfaire son image divine, Modi ne recule devant aucun sacrifice. Après 22 kilomètres de marche à 4000 mètres d'altitude, il s'installe pour 17 heures de prière. He's the only man who loves solitude in the presence of a camera crew. If you look at that cave, there was a hook to hang up clothes that had already been put in place. It was like a 5-star cave. And he went there purely to radiate this image of himself as a Hindu ascetic. And that fits in so well with the cult of personality that he's sought to build for himself, which is unrivaled in the democratic world. Comme les dieux hindous, Narendra Modi a plusieurs visages. Derrière le masque pacifiste, il a une mission à accomplir, écrite dans les années 1920 par Savarkar, l'idéologue de l'extrême droite indienne. Savarkar developed an ideology that was born at the same time as the fascist and Nazi ideologies in the 1920s. Savarkar was inspired by Mussolini. And what did Savarkar wrote in his book? He said that for a Muslim, for a Christian, India is not a holy land or a fatherland. So their idea is to create the Indian nation in which Hindus are supreme and where all minorities are at best second-class citizens, but ideally should be removed from the body politic. This is the ideology that Prime Minister Modi believes in and has been part of. C'est cette idéologie que Modi applique depuis qu'il a été réélu en mai 2019.
Un programme de revanche nationale qui doit rendre l'Inde aux hindous, dont le premier acte est la suppression de l'autonomie du Cachemire indien, une région autonome à majorité musulmane que l'Inde et le Pakistan se disputent. En plein été 2019, Modi entame l'exécution de son programme avec un premier coup de force. Il met fin à l'autonomie du Cachemire indien en y instaurant un brutal couvre-feu. Il s'attaque ainsi au dossier le plus brûlant de la région indo-pakistanaise, devenue l'une des zones les plus militarisées au monde. We fulfilled our promise, and history would remember Narendra Modi as one of the prime ministers who dared to implement the agenda which strengthens our republicanism. Il y a eu un effet de surprise, mais encore une fois, dont sont assez familiers les populistes qui prennent le plus possible à contre-pied ceux qui croient encore qu'il y a des règles dans le jeu. C'est ce qui fait leur force. Et du coup, on est surpris d'être surpris parce que leur objectif, c'est de surprendre. C'est de prendre de court l'opposition, les institutions, les observateurs. Pour éviter un soulèvement de la population cachemiri, le gouvernement Modi déploie 80 000 militaires et coupe tous les moyens de communication. The people of Kashmir have been put under complete lockdown for 4 months. Their internet has been suspended. People have been prevented from coming out, expressing themselves. And the stories of human tragedy are piling up. Some people have learned of the passing of their parents from friends who've traveled in from Kashmir. How could you do that to a place that you claim to be your own? Une grande purge commence alors au sein des opposants, principalement des musulmans. Plus de 4000 personnes, politiques, militants ou universitaires, sont interpellées. What it has done is to push that whole region off the edge. Today, thousands of people are in jail, all the leaders, 3 chief ministers. There's no governance between the population and the army. There's nothing. En décidant d'occuper arbitrairement ce territoire autonome, Modi déclenche la colère de son voisin pakistanais. Le Premier ministre Imran Khan interpelle la communauté internationale à l'ONU et demande une commission d'enquête internationale. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. You were supposed to stop this happening. La communauté internationale reste muette. Elle a d'autres projets pour l'Inde de Modi. En août 2019, en pleine crise du Cachemire, le sommet des 7 puissances mondiales, le G7, qu'organise la France à Biarritz, déroule le tapis rouge au leader indien qu'il souhaite faire entrer dans son cercle très fermé. L'occasion pour Modi de parfaire l'image pacifique qu'il cultive à l'international et sa diplomatie du câlin. When Modi is abroad, he plays Gandhi too. He says he loves peace. He believes in protecting the environment. You know, he says the most important thing to me is democracy. Modi a prévenu avant d'arriver. Il refuse de s'exprimer sur le Cachemire. Alors, pendant la conférence de presse, c'est le président américain qui répond à sa place. Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. He actually speaks very good English, we just don't want to talk. Pour le groupe des 7 grandes puissances mondiales, l'urgence est de contrer la montée en puissance de la Chine, et donc de nouer des liens forts avec Modi, qui pourrait être un précieux allié contre la Chine. Je souhaite que la France soit votre premier partenaire stratégique en Europe et plus largement en Occident. Parce que nous avons les mêmes intérêts de défense et les mêmes intérêts stratégiques, la même vision du monde. I think criticism has been relatively muted from the international community. India's
a country being courted by many long-standing friends and partners, and the West increasingly over the past couple of decades. The base effect, the fact that India could potentially start growing at 10% a year for a long period, means that India is one of the hopes for future global growth. Ceux qui réagissent négativement, ce sont précisément les Chinois, les Pakistanais, si on pouvait s'y attendre, mais les grands absents, c'est les Occidentaux. L'Occident laisse faire. Et c'est bien le signe qu'on ménage l'Inde. On ménage l'Inde pour des fins commerciales, assez simples à comprendre. On y voit un marché d'armes, mais pas seulement. Au même moment, les Indiens découvrent leur Premier ministre dans l'émission de télé-réalité américaine « Un homme contre la nature », diffusée partout dans le monde. You must be the first Prime Minister ever in history cross a river in a coracle like this. हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी, साथ में कुछ नहीं था, ऐसे ही गुजारा करते थे। It's a PR exercise. This is a strong leader who can take on, who can survive in the wild. He needs no one. There's a big rhetoric in India that, and he says this himself, that, I have no children, I have no one to leave my wealth to, everything I do is for my country. Pour comprendre le coup de force de Narendra Modi, il faut remonter dans l'histoire de l'Inde et l'histoire d'un homme, remonter l'itinéraire tourmenté de l'enfant du Gujarat. Narendra Modi est né à Vadnagar, dans l'état du Gujarat, en 1950, dans une Inde qui vient à peine d'être libérée de la colonisation britannique grâce à deux figures historiques, le Mahatma Gandhi et Nehru, son bras droit. Une Inde qui tente de réinvestir son histoire, sa culture et son identité après des siècles d'invasion et d'occupation. Modi est le troisième d'une fratrie de 6. Ses parents, issus d'une caste modeste, tiennent une petite épicerie. Très tôt, le jeune Narendra travaille avec son père. La légende veut que son père, qui venait d'une caste de presseurs d'huile, tenait on peut dire un stand de thé sur le quai de la gare de leur bourgade, et que lui servait le thé quand il était enfant. Ça, c'est très important dans la légende de Narendra Modi, parce que ça veut dire qu'il est un self-made man. Il est celui qui a réussi à s'élever. Il est donc du peuple, contre les élites. Comme la plupart des jeunes de son village, Narendra Modi est pris en charge par les volontaires de la milice nationaliste hindoue, appelée RSS, inspirée des mouvements fascistes européens, créés en 1925 sous la colonisation britannique pour apprendre aux hindous à s'affirmer et à se libérer des influences étrangères. Modi se lève à l'aube tous les matins pour endurcir son corps et écouter des discours patriotiques. When he was 8, Prime Minister Modi joined the RSS, which is a nationalist Hindu organization. Some people say it's more like the Boy Scouts. It's a patriotic organization, and others would say it's a little bit darker than that. À 7-8 ans, c'est surtout des jeux qu'on leur propose. On les fait jouer à l'équivalent de la balle aux prisonniers, mais c'est vrai qu'il y a de la discipline derrière, puisque d'abord il y a un uniforme, calot noir, chemise blanche, short kaki, et puis le lati, le fameux bâton bambou avec un bout ferré. Cette discipline, elle se traduit aussi par du maniement d'armes blanches, une forme de formation aux arts martiaux. Le jeune Modi apprend à défiler, à lever le drapeau.
mais aussi à se battre et à défendre les valeurs de l'hindouisme. Car pour la milice nationaliste du RSS, après l'occupation britannique, le nouvel ennemi à renverser est le parti au pouvoir, le parti du Congrès des Nehru-Gandhi, trop proche des anciens colons britanniques, et qui a fait l'erreur d'accepter la partition de la Grande Inde entre l'Inde et le Pakistan. Il y a aussi des séances d'endoctrinement où on raconte l'histoire de l'Inde, de l'âge d'or hindou, les hindous étant présentés comme évidemment les plus anciens peuples sur Terre. Et ça, c'est effectivement ce qui va devenir prédominant à mesure qu'ils grandissent, les membres de cette organisation. Ils vont finir par être idéologisés. Ceux qui ne le sont pas s'en vont. Ceux qui restent le deviennent. Et c'est son cas. Il se dévoue à l'organisation. Modi est plus attiré par l'enseignement de la milice nationaliste hindoue que par l'école, où il tient tête à ses professeurs et forge son caractère. One of his teachers told me that in one of the lectures, after the monthly examination, so Mr. Modi said, I will not show my copy to my classmate. You have to see it, no one else can see it. So he was very clear that he is not going to be judged by his peers. He thought he was better than them, even though he was not a very good student. He was a mediocre student. That's exactly the word which was used by one of his teachers. Il y a d'ailleurs des kilomètres de littérature sur a-t-il des diplômes, n'a-t-il pas de diplômes, quels sont ses diplômes, où sont ses diplômes, on ne les a jamais vraiment trouvés. Au collège, Modi va avoir une révélation pour les cours de théâtre, le seul enseignement qui le retient encore à l'école. He loved as a school student being on stage and acting. So acting is something which has been there, part of his personality from the time when he was maybe about 12 or 13, and he would always want the role of the protagonist in the school annual play. Mr. Modi was very, very individualistic right from his childhood. He also did not like taking instructions, but liked giving instructions. À 15 ans, en 1965, Modi voudrait quitter l'école et rejoindre l'armée indienne en pleine guerre contre le Pakistan. Mais ses parents ont d'autres projets pour lui. Un mariage arrangé avec une jeune fille de la même caste. He was married off as a child. There's a tradition of child marriage in India, and his family found a girl for him, roughly the same age. They were married off, and when they were adults, they were supposed to come live together. He barely had any say in the matter. He did not have a very harmonious relationship with his own family. He was married when he was very young, but he did not want to stay with the girl to who he was married. Anéanti par ce mariage forcé, Modi prend alors une décision qui va changer le cours de sa vie. Il décide de quitter le foyer familial et de s'enfuir dans l'Himalaya. Il n'a aucune envie de consommer ce mariage et de vivre avec son épouse, donc il va partir, il va abandonner son épouse et il s'en va, dit-il, poussé par une quête spirituelle. Donc il va se retrouver au Bengale d'abord, il traverse toute l'Inde d'ouest en est. Et puis il dit être ensuite passé dans l'Himalaya où il a vécu en ermite, en ascète. 2 mystérieuses années pendant lesquelles Modi rencontre notamment des intégristes hindous. Hébergés dans des ashrams par des moines sadhus, des ascètes qui ont renoncé à toute vie matérielle et qui remettent en cause la culture occidentale trop superficielle. Modi est alors subjugué par la pureté de la religion hindoue. À son retour de voyage, Modi est sûr de son destin. Pour réaliser la synthèse entre la religion et l'idéologie, c'est la milice nationaliste hindoue qu'il a formée dès son plus jeune âge qu'il décide d'épouser. Une nouvelle vie commence alors pour lui. He found the RSS a perfect family because the RSS was in some way an escape from the family to which he was born into.
C'est dans la capitale politique de son État du Gujarat que Modi commence sa carrière comme employé permanent de la milice du RSS. À 20 ans, il est l'un des plus dévoués, prêt à tout pour satisfaire sa nouvelle famille. Mr. Modi worked his way up the hierarchy, taking care of some of his, the senior RSS leaders. He would also wash the clothes of the leaders. He's been a smart man. He definitely has tremendous organizational capacity. Modi est très vite repéré par les cadres de la milice avec qui il entretient une relation quasi filiale. Ils vont lui proposer de suivre une formation de Pracharak, guide spirituel pour la nation, pour devenir, lui aussi, un spécialiste de la propagande hindoue. Il va du coup être envoyé par l'organisation dans différents districts pour créer des branches de l'organisation. As a RSS Pracharak, for long term, he lived a Spartan life. So a Spartan life is that you don't use luxury things, minimum required things, no family. In morning you get up, you have agenda that I have to go this locality for this people, for that people, you have to organize the people, you have to attract the people, you have to convince the people, you have to confront your people who are guided by the propaganda. À 23 ans, en 1973, Modi est présenté au nouveau grand chef du RSS, Deoras. C'est le coup de foudre. Il devient son mentor, son père spirituel. Le leader radical transmet à Modi l'exaltation, mais aussi l'art de l'éloquence. C'est lui qui forme Modi aux racines de l'idéologie nationaliste hindoue, écrite par Savarkar et ses successeurs. Une idéologie de revanche, née des blessures de l'histoire indienne avec la colonisation britannique et avant, avec les invasions musulmanes qui ravageaient et occupent l'Inde du Xe au XVe siècle. Hindu nationalism is a belated response to a phenomenon that has plagued India for a millennium, which is invasions by Islamic armies from Central Asia. So for 1 millennium, India was very repeatedly vandalized, plundered by armies that came in from across the western border. A great deal of heritage of India was destroyed during those raids, and a number of Hindus were massacred and forcibly converted to Islam. Quelques siècles plus tard, au XIXe siècle, les Indiens subissent de nouvelles violences et humiliations avec la colonisation britannique. You know, the imperialism was the biggest curse on human civilization. Whether it was British imperialism or Portuguese imperialism, that enslaved the people. That was basically based on the premise that certain people are superior. In the name of civilizing mission, they exploited the resources and human beings. They changed your language, they imposed religion, and they degraded the indigenous people as backward, not civilized. They destroyed our own thinking. Depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, les nationalistes rêvent donc de prendre leur revanche et de construire un État purement hindou sur les territoires sacrés de l'Inde des origines. This country achieved independence in 1947, existed for a few thousand years. Therefore, it was not that we were out of nowhere and then one fine night in 1947, at the stroke of the midnight hour, we were created as a nation. It is a very powerful message to send out to your supporters saying India is going to reclaim her history from its glory days when there were no Muslims, when there were no British, we were all Hindu and we were glorious. We had the best science, we had the best religion, we had
all the knowledge the world needed, and we are going to reclaim that past. Formé par les plus grands idéologues, Narendra Modi maîtrise maintenant parfaitement la rhétorique nationaliste hindoue. Il peut commencer à affirmer ses ambitions politiques. En 1975, le pouvoir des Nehru-Gandhi est accusé de corruption par une opposition de droite de plus en plus critique et puissante. Indira Gandhi, la fille de Nehru, à la tête de l'Inde, instaure un état d'urgence pour arrêter tous les opposants qui la menacent. À ce moment-là, Modi est l'homme de confiance des nationalistes hindous. C'est lui qui est chargé de protéger ses chefs. Il va jouer, dans l'ombre, l'un des rôles les plus importants de sa vie. Beaucoup de ses compères sont arrêtés, mis en prison. Lui est dehors, il se déguise en sikh pour échapper à la police. Et pendant 2 ans, dans la clandestinité, il va aider justement les familles de ceux qui ont été arrêtés. He also helped to provide safe homes for various senior national level leaders who were hiding from police. He would escort them from one place to another. C'est un peu un tournant pour lui parce qu'à la sortie, dans les années 80, on va lui donner des responsabilités encore plus grandes, et cette fois au sein du parti politique. Juste après l'état d'urgence, les cadres de la milice nationaliste du RSS décident de créer un parti politique pour participer aux élections contre les Gandhi. Ce sera le BJP, le Parti nationaliste hindou. Modi rejoint le parti et devient le bras droit du chef du BJP, Advani, un radical hindou qui veut réaliser l'une des promesses phares du RSS, ériger un temple sacré à Ayodhya, au nord de l'Inde, à la place d'une mosquée datant des invasions musulmanes. En 1990, Modi organise pour lui un grand pèlerinage vers ce lieu qu'il considère saint pour galvaniser les foules et réclamer la destruction de la mosquée. फोटो हमने 91 में मोदी जी की खींची थी जब वो रामलला का जन्मोत्सव था, उसमें आए थे। उन्होंने कहा जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। 2 ans plus tard, en 1992, après un meeting du BJP, des fanatiques hindous accomplissent la première étape vers la construction du temple. Ils assiègent la mosquée et parviennent à la détruire. Modi devient incontournable dans les arcanes du parti hindou à New Delhi. Secrétaire national puis porte-parole, il est de plus en plus médiatique, prêt pour affronter un destin national. En 2002, en pleine campagne pour les élections législatives, Modi est envoyé par le parti dans son état natal du Gujarat pour remplacer un titulaire affaibli. À 51 ans, après 30 ans à l'ombre de ses mentors, Modi décide de relever le défi. Cette fois, c'est sa propre campagne qu'il va devoir orchestrer. Mais à peine arrivé, un événement tragique vient bouleverser son programme. Alors qu'il rentre du 10e anniversaire de la destruction de la mosquée à Ayodhya, 58 fondamentalistes hindous, hommes, femmes et enfants, périssent dans l'incendie de leur train, arrêtés dans une ville à majorité musulmane. Aussitôt, les hindous accusent les musulmans d'avoir mis le feu au train. Modi arrive sur les lieux pour rendre hommage aux fidèles. Nobody is very clear about who lit that fire and how it happened. And then Modi just came to the front. You know, he ordered the burnt bodies to be brought to Ahmedabad and put on display for people to sort of express their grief. L'image la plus forte, c'est Modi parlant à sa population, au Gujarati. Modi parle pour dire c'est un attentat prémédité, c'est le Pakistan qui est derrière, c'est même les services secrets pakistanais qui sont derrière. Alors, il parle alors que peu avant, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les préfets de la zone avaient totalement écarté l'hypothèse d'un attentat, hein, privilégiant la thèse de l'accident. Mais lui en tire immédiatement parti
pour présenter les hindous comme des victimes de cette fameuse menace pakistano-musulmane, si vous voulez. Et il va laisser l'émeute devenir un pogrom dans les jours qui vont suivre. Mr. Modi allowed the dead bodies to be taken in processions to the villages of the people. This actually created a very violent situation, because if you take dead bodies of people who have been attacked by what is being understood to be a Muslim mob, obviously Hindus everywhere would get very angry against Muslims wherever they can find them, and that is what happened. Dès le lendemain, des violences éclatent contre la communauté musulmane, jugée responsable de ce drame. Modi n'intervient pas. De violentes émeutes se propagent dans tout le Gujarat. Plus de 2000 personnes, principalement des musulmans, sont victimes de pogroms. We cannot say that Mr. Modi instigated the riots of Gujarat in 2002. We can definitely say that Mr. Modi's government in Gujarat at that time had information that there was possibility of violence. Ce que l'on sait, c'est par le témoignage d'un des policiers, Sanjeev Bhatt, il est en prison à l'heure actuelle, qui indique que le 27 février au soir, dès le 27 février au soir, Narendra Modi convoque dans sa résidence de chef du gouvernement de Gujarat les responsables de la police pour leur demander de ne pas intervenir pendant au moins 3 jours. Not only enough, but excellent work they have done. Excellent work. Excellent work they have done. Within 72 hours, we were able to control such a violence. More than 500 people dead, most of them innocent civilians, and you're calling this excellent work? I'm not happy what happened, but what we have done, I'm happy. Narendra Modi a le parti derrière lui, et notamment Advani, le numéro 2 du parti. Et quand le parti se réunit son exécutif à Goa au printemps, il joue son va-tout en mettant sa démission dans la balance, en disant je préfère me retirer. Et alors là, le parti lui dit mais non, il faut résister à la menace islamiste, parce que c'est toujours le même sujet qui revient, la peur de l'autre. Mr. Modi realized that he suddenly discovered a gold mine, that out here was a hugely divisive state in society which could be harnessed politically. He decided to advance the elections. He realized that the riots and the division and the anti-Muslim sentiment which had been created in Gujarat because of that, he had an opportunity to harness a Hindu vote bank. Et en décembre, il y a des élections et Modi remporte une majorité absolue avec plus de 50% des voix, ce qui est exceptionnel en Inde. Au sortir de la crise, Modi a gagné l'une des plus importantes batailles de sa carrière. Il s'est imposé comme défenseur des hindous contre les musulmans. Il est devenu l'empereur des cœurs hindous. L'empereur des cœurs hindous. Hindu Hriday Samrat. Ça veut dire celui qui défend la communauté. Donc vous avez une espèce d'embellissement, d'enchantement de l'image du chef qui, évidemment, est proportionnel à la déshumanisation de l'autre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les morts musulmans ne sont pas du tout mis à son débit. Et cette idée qu'il fallait leur donner une leçon aux musulmans est une idée que la classe moyenne gujarati va colporter élection après élection. Il sera réélu en 2007, réélu en 2012, à chaque fois sur les mêmes thèmes. Modi a désormais trouvé sa stratégie de campagne et son électorat. Mais en Inde, comme sur la scène internationale, il incarne désormais la ligne dure du nationalisme. Le Royaume-Uni a coupé tout lien avec lui et il est interdit de séjour pour 10 ans aux États-Unis. Pour partir à la conquête de l'Inde et du monde, Modi va devoir trouver comment adoucir son image et redorer son blason. Élu à la tête de la région du Gujarat, Narendra Modi compose son gouvernement.
Un lien indéfectible le lie désormais à celui qu'il a conseillé pendant les dernières émeutes, Amit Shah, devenu à cette occasion son meilleur ami. Il le nomme chef de la police, responsable de l'ordre. C'est le début d'un tandem avec des rôles bien définis au service de l'idéologie hindouiste. Amit Shah is an extraordinarily sinister figure. He is Nosferatu. He is a crude believer in his ideology, and he's not afraid to admit who he is. Modi is infinitely more sophisticated than Amit Shah. So it's very easy, to play the good cop and the bad cop. I think there are times when it is done very deliberately to show Mr. Modi. Mr. Modi is slightly more moderate, slightly more acceptable. He's not that, he doesn't get his hands dirty, which Amit Shah as Home Minister has to do. So this is a game which has been going on from the BJP RSS side for at least last 25 years, that there is always a soft liner alternate to the hard liner. I think it's necessary to be more inclusive, to be more broad-based. But these are actually to ensure that the social base is wider. Alors que Modi travaille son image pacifique et tente de séduire les investisseurs, Amit Shah durcit le ton et la loi contre les musulmans. Il est même accusé d'avoir orchestré des règlements de compte. Amit Shah for Modi is indispensable. Amit Shah is the man who knows where the bodies are buried. Amit Shah is the man who's handled all the messy business to make Modi look brilliant and beautiful. Amit Shah is the man to whom Modi has delegated the ugly job of politics, of power. But Amit Shah is himself a man of ambition. He is projected as a potential successor to Modi. Les deux hommes, rencontrés sur les bancs du RSS, la milice nationaliste hindoue, partagent le même idéal, celui de rendre la nation indienne aux hindous. Modi, Amit Shah, RSS, they're just like programmed people, They don't have any other way of thinking. They don't have any other space to reach into. They can only continue like on this highway of hate. Ensemble, les deux hommes vont faire du Gujarat un véritable laboratoire politique et économique qui servira de modèle à l'Inde tout entière. Businesses, organizations and individuals from all across the globe are gearing up to congregate at the Vibrant Gujarat Global Summit. Modi s'installe à la tête du gouvernement du Gujarat avec un double objectif, se construire une nouvelle réputation et attirer les investisseurs. Il crée un sommet économique mondial et s'entoure des sociétés de communication indiennes et étrangères les plus puissantes au monde. He hired an American public relations firm, APCO Worldwide it's called, to cleanse his image abroad because, he was a completely tainted figure. APCO Worldwide est chargé principalement de faire la publicité de ce qu'on va appeler Vibrant Gujarat, le Gujarat en plein essor. C'est-à-dire qu'après les émeutes de 2002, les milieux d'affaires tellement importants au Gujarat lui en veulent énormément parce que l'économie a quand même enregistré un recul face à ces violences, du fait de ces violences. Et donc il faut qu'il montre que le modèle gujaratique est un modèle de développement économique industriel principalement, lui tient à cœur. Modi gagne la confiance des investisseurs. De 2002 à 2014, le Gujarat réalise 10% de croissance en moyenne chaque année. Un miracle économique qui va lui servir de tremplin pour affirmer ses ambitions politiques. Très vite, ces meetings du Gujarat prennent une dimension nationale. Il a rodé tous les répertoires qu'il va ensuite réutiliser en 2014. Le populisme, évidemment. Au Gujarat, Modi fait campagne contre les Nehru-Gandhi. Il ne prête aucune attention à ses adversaires locaux. Il vise déjà la tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va très vite comprendre
que les médias sociaux, c'est ce qui fait une élection. Et du coup, il va saturer l'espace public. Modi se passionne pour les nouvelles technologies qui lui permettent d'établir un lien direct avec le peuple, comme les hologrammes, qu'il est le premier au monde à tester. For the first time in world's political history, Shri Narendra Modi created yet another benchmark when he took stage to address his audience via 3D hologram projection. He beamed himself using holographic technology imported from England at astronomical cost, and people were mesmerized by that. And that itself was an indication to them of the fact that, my goodness, he's taking us so far into the future. And he lured voters with various promises. Obviously, his PR machinery was the best there has been in the world. प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठा हुआ भी इंसान क्यों ना हो, कोई जनता से ऊपर नहीं होता है. And what was remarkable was the ease at which he acted. From there, he would say that those of who are there in the south, near the Indian Ocean, I can see you there shaking your hand. Hello, how are you? And he would say something in the local language. Then he would say, I can even see people in Kashmir, and look up and point his finger as if he's waving to people in Kashmir. Such a brilliant performer, you know. I'm certain that Mr. Modi has taken acting lessons from someone. He's really learnt his job. And the people who were around him did not make the mistake of suggesting that India was going to be a Hindu state. They talked of development, development, development mostly. But when the cameras weren't looking at them, they also used religion as a tool to mobilize voters. Modi himself made allusions to that. En 2014, en pleine campagne électorale pour prendre la tête de l'Inde, Modi est devenu le pionnier des réseaux sociaux. Pour contourner les médias grand public qu'il juge trop critiques, il a derrière lui une armée de trolls pour promouvoir son image sur Internet, une émission de radio quotidienne et sa propre chaîne de télévision sur YouTube. Our job was easy because the Prime Minister was a great messenger and he also gave a great message. So all we had to do was repackage it in modern day lingo. So we used things from cartoons, we used memes, we used caricatures. So each platform, like I said, has its own different quality. His campaign was one of the most well-oiled machines in the world. He had almost, it seemed, bottomless supplies of cash. He deployed an army of extremely talented and technologically savvy aides across the country who built up a database, who knew how to target voters. Modi répond aux attentes du peuple en promettant de lutter contre les inégalités, la pauvreté et la corruption. Mais il casse surtout les codes de campagne de son parti en mettant en avant sa propre image. He's a strong leader, and so initially, very early on in his first campaign, he talked about his 56-inch chest that was strong and would, as a sign of his strength. And that image of strength, solidity, discipline, almost godlike powers is one that has been manufactured and multiplied and disseminated endlessly. I will build smart cities. I will clean the Ganges. I will make India into something resembling a first world country, perhaps even a superpower. Give me that opportunity. He is an ideologue, but most importantly, he is a narcissist. He loves to project himself. He believes in himself. He sees himself as an agent of destiny. C'est ça. C'est typiquement ça une campagne électorale de Narendra Modi. C'est jouer sur les émotions, les images et finalement éluder tous les aspects, on peut dire, concrets de politique publique. Il n'a aucun intérêt pour véritablement l'économie, la finance, et il n'est pas là pour ça.
Le 10 juin 2014, à 63 ans, Narendra Modi atteint enfin son but. Il est élu à la tête de l'Inde. Il va pouvoir mettre en œuvre son programme. Modi a promis de faire du pays la deuxième puissance mondiale après la Chine et de partir à la conquête du monde. Modi fait alors sa première apparition sur la scène mondiale en leader pacifiste et spirituel, le 21 juin 2015. Il vient de décrocher sa première conquête pour faire rayonner l'Inde dans le monde. Une journée internationale du yoga qui aura lieu aux quatre coins de la planète chaque année le 21 juin. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए Prime Minister Narendra Modi is a proponent of yoga, and it's not only the secret of his great physical health, it's also the secret of his mental well-being. Prime Minister Modi proposed at the United Nations in 2014 to celebrate this as India's gift to the world, as part of the intangible heritage of humanity. It's just a happy, non-threatening Indian gift to the world. Leading 20,000 people in yoga is not about yoga, it's about spectacle, right? Yoga is not in its essence about contorting your body into exercise, right? So it's a very personal thing. It is not a drill, a mass drill that you see in totalitarian regimes. Alors qu'en Inde, les opposants au Premier ministre dénoncent une coûteuse opération de communication et de prosélytisme de l'hindouisme, Modi s'impose à l'étranger comme le gourou du monde, avec des millions de fidèles réunis quasiment simultanément sur toute la planète, à Berlin, Kaboul, New York, Paris, Sydney. Une grande opération d'influence et de rayonnement international. When he's abroad, especially in Western democracies, he likes to be seen as one of the group of democratic leaders bearing the burden of the world. Somehow it is again part of an overall project. It's by announcing it, by proclaiming it to the world, it somehow gets India some new self-respect. That's the idea behind it. Of course, there's a soft diplomacy aspect to it. When you do yoga, however you do it, whatever your way of practicing it, just remember that this is something which started off in India. And it just leaves you feeling happy about India. The International Yoga Day is meant to be a global messaging of India as the leader in yoga and persuading North America and Europe, countries where India feels it needs to reassert its supremacy. Avec cet événement fédérateur, Modi a tenu sa promesse de restaurer la fierté nationale des Indiens. Il a aussi regagné la confiance des Occidentaux en un temps record et décroché une place toute particulière à la table des grandes puissances. Derrière son masque de leader spirituel, Modi est aussi un vrai chef de guerre qui veut faire de l'Inde une puissance militaire mondiale de premier plan. Dès qu'il arrive au pouvoir, il organise une grande démonstration de force de la marine indienne pour tenir à distance ses deux voisins ennemis historiques, le Pakistan et la Chine, mais aussi pour ouvrir les négociations avec les grandes puissances occidentales, prêtes à le soutenir dans ses ambitions militaires. Car depuis la montée en puissance hégémonique de la Chine, l'Inde se retrouve au centre de toutes les attentions. Une discrète alliance des plus grandes puissances mondiales courtise Modi. L'Alliance Indo-Pacifique, créée sous l'impulsion des Japonais et des Américains avec les Australiens, pour contrer l'expansionnisme chinois dans le Pacifique. The Indo-Pacific is
is where the future of the global system, the global economy will be written. It's India's near neighborhood. It's fundamental to Indian prosperity because so much of our trade depends on the waters of the Indian Ocean and Indian Pacific. It's fundamental to our security. Why should we care about India? It's a great question. It's developed in the last decade into one of the world's superpowers, the third economy on Earth, and increasingly, when the West used to think we could solve global problems just if the US and Europe could agree. Well, that's no longer the case. Le seul contrepoids à la Chine qui pèse suffisamment, en tout cas en termes militaires, c'est l'Inde. Y compris du point de vue de ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, cette fameuse conception géopolitique qui va d'Ormuz à Malacca et qui a pour vocation de faire du containment, de contenir la poussée chinoise dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Pour renforcer la puissance indienne au cœur de la région, entre l'océan Indien et le Pacifique, et créer une force de résistance conjointe, l'Alliance Indo-Pacifique propose à Modi d'intensifier leurs entraînements militaires communs et de renforcer ensemble leur position dans la région. Prime Minister Modi came into power at a moment when India was ready to take that role, and he has grasped it firmly. And it's made a big difference. There are now military exercises between those two great powers, and although nobody says it, clearly it's a warning to China. America has wanted India to come out of its shell, to be the leader in the region that it's starting to step up to be a good partner to the West. If you look at India's position geographically, it's right in the middle of the Indian Ocean. And this is crucial to commerce, to energy diplomacy, to security. It's also very important for all of these reasons for this to remain a global maritime commons, governed by transparent and democratic rules. En participant à l'Alliance Indo-Pacifique, Modi tente de lutter contre l'encerclement chinois des routes de la soie qui implantent des ports et des bases navales le long des côtes indiennes. There is something that Chinese call their chain of pearls, of not quite bases, but ports where they can get materiel for their Navy ships and for their commercial ships. And India sees this with real concern because a lot of those ports are right around their borders, into Bangladesh, in Sri Lanka. You have them doing a lot of building in Pakistan. They famously now have a military base in Djibouti. And people in the region, especially India, sees this with trepidation. So what are they doing? Understandably, they're looking for friends. Modi s'appuie donc sur les ports et les bases militaires américaines, japonaises, mais aussi de plus en plus françaises pour trouver de solides appuis et développer ses propres positions. We completed today the ceremony that officially marks the delivery of the first Rafale to India. It marks a structuring step forward in the strategic partnership between our two countries. Modi multiplie les alliances stratégiques en faisant de l'Indo-Pacifique le socle de son action internationale. Malgré les sourires de façade entre Narendra Modi et le chef de la Chine Xi Jinping, les tensions s'accumulent et s'aggravent entre les deux géants asiatiques. Le théâtre de conflit le plus important se trouve au sommet de l'Himalaya, à 4000 mètres d'altitude, le long de leurs frontières communes, sur quelques 3380 km. Le 16 juin 2020, Modi est en visite au Ladakh, une des zones les plus tendues, revendiquée par les deux puissances nucléaires, où les militaires indiens et chinois se font face. Un affrontement violent vient d'avoir lieu, et pour la première fois depuis 1975, l'armée indienne déplore 20 victimes. Le bilan chinois est tenu secret. Increasingly, you see what in the US we call a salami slicing strategy, where the Chinese will do their exercises and they'll come closer and closer to territory that the Indians think is clearly theirs.
And this spring, you saw an extreme version of that in Ladakh. And just this week, we've had 20 Indians killed on that border. So it's a very dangerous situation. And it's really woken India up to the threat. Parmi les soldats indiens morts dans ces escarmouches, on trouve un colonel, on trouve des hauts gradés, en tout cas un haut gradé. Et ça, c'est en plus le fruit d'affrontements à l'arme blanche, puisque les protocoles qu'ils ont signés en 93-96 interdisent de signer des coups de feu. Mais du coup, les Chinois utilisent des gourdins enrobés de fils de fer barbelés, et on retrouve les corps dans des conditions très spéciales quand les familles les récupèrent. भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। Depuis que la Chine a battu l'Inde lors de la guerre de 1962, l'Inde et la Chine n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leurs frontières communes qu'ils réécrivent à leur avantage respectif et selon leur lecture de l'histoire. Chaque pays a sa propre carte, avec des frontières différentes. Et régulièrement depuis 1962, dans les zones disputées, les soldats chinois et indiens s'accusent d'incursions et multiplient les provocations. The origin of the dispute in the Himalayas between India and China go back 100 years, maybe longer. Because historically, India and China were two large civilizations or civilizational states, perhaps, at various points in their history, with buffer zones. The buffer zones didn't always get defined to mutual satisfaction. We have one perception. They obviously have another perception. They are on territory that we see as Indian territory. On est sur des différences majeures. Il ne s'agit pas de quelques kilomètres dans quelques zones frontalières. Il s'agit véritablement de centaines de kilomètres carrés qui sont en litige et qui d'ailleurs posent des problèmes diplomatiques. Quand quelqu'un qui vient de l'Arunachal Pradesh demande un visa pour aller en Chine, on lui dit que ce n'est pas nécessaire puisque de toute façon, il est dans un territoire que les Chinois considèrent comme chinois. Les Chinois reprochent à Modi d'avoir lancé la construction d'un réseau d'une 60aine de routes stratégiques le long de la région contestée. Depuis les incidents meurtriers de juin 2020, les deux pays ont envoyé des dizaines de milliers de soldats et d'armements en renfort près de la frontière. Des images satellites montrent une escalade de déploiements militaires des deux côtés de la frontière. On voit apparaître de nouvelles routes et bases d'entraînement, des navires de guerre, des missiles ou des héliports. It's not an international boundary, it's not a recognized frontier, but it's a tentative boundary. In recent years, and again, the Narendra Modi government has pushed this, the Indian government, the Indian system has also ramped up building infrastructure on our side of the line of actual control. Chinese infrastructure is still well ahead because they've been doing it for decades, but our infrastructure is slowly catching up. That is also enhancing our capacities to patrol. And this is sometimes leading to complications. The Indians saying to their soldiers, don't shoot, but also not backing down, which I think is not quite what the Chinese expected. At the same time, India is also increasing its defense budgets every year and buying more modern military technology from the West and elsewhere. My colonel just want to tell you one word. Yeah, okay. Tell the two commanders go back right now. Go back right now. Alors que les Chinois reprochent aux Indiens leur rapprochement avec les États-Unis et intensifient leur contrôle à la frontière, un sentiment anti-chinois se développe en Inde. Narendra Modi a suspendu les applications chinoises parmi les plus populaires et ses services de renseignement indiens accusent la Chine d'avoir piraté ses comptes de réseaux sociaux. Pour se battre à armes égales avec la Chine et régner sur les affaires du monde,
Modi rêve d'une place au Conseil de sécurité de l'ONU, où seules 5 grandes puissances ont le privilège de voter des sanctions lors des crises et conflits mondiaux ou d'y mettre leur veto. Fin 2020. Lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Modi profite de la crise du coronavirus pour rappeler que l'Inde a les moyens de sauver le monde. C'est le plus gros producteur mondial de vaccins anti-Covid-19. पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? The COVID crisis does reveal that India sees itself as a player on the international stage. विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। If we're going to solve problems like climate change, like international pandemics that we're currently dealing with, like terrorism, we're going to have these new great powers, especially including India, which is also a great democracy, at the table. Pour gagner sa place à la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux côtés de la Chine, de la Russie, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, Modi appelle à la réforme des vieilles institutions. The coronavirus crisis, the COVID crisis, has taught us this lesson that institutions and systems we built in the mid-1940s need serious upgrade. Whether it is in humanitarian disasters, in health security, in human development, all of which have huge security implications. India contributes a lot today, whether it is in UN peacekeeping, which is also security. India contributes quite a lot today and is one of the world's most important contributors in these spheres. आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? En attendant de trouver sa place dans le nouvel ordre mondial, Modi cultive ses relations avec un partenaire militaire historique, Israël, et affiche au grand jour ses affinités avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. And whenever India found itself in trouble, be it against China, be it against Pakistan, Israelis gave covert support to India in the form of arms. India matters for Israel and Israel matters for India. Traditionally, many in India felt that you could pursue good relations with the Arab world or with the Israelis, but not with both. Prime Minister Modi believes that you could do both. Modi's visit to Israel was momentous for the simple reason that no other prime minister dared to do it for fear of upsetting Arab opinion. I think it was also, to some extent, a way of showing up his opposition in India, telling them that, you've been profiting from Israeli assistance for so long, but you've never had the guts to embrace Israel openly. Let me show you how it's done. En plus de ses affinités militaires, Modi partage avec l'État israélien de véritables affinités idéologiques. Hindu nationalists look to Israel as a model, as a country to admire, as a pole star. They see Israel surviving and thriving in a sea of hostility. It's surrounded by Arab Muslim countries that hate Israel, and yet Israel manages to survive. Not only survive, but prosper, and has never lost a war to them. And they've always wanted India to emulate the Israeli pluck in dealing with its own adversaries in Pakistan. Fort d'une nouvelle respectabilité internationale et d'un modèle à suivre,
Narendra Modi s'apprête à redonner à l'Inde sa gloire passée et à atteindre son idéal d'État hindou. Le 4 août 2020, à Ayodhya, Modi accomplit enfin sa mission lors d'une cérémonie historique après un siècle de bataille entre hindous et musulmans pour ce lieu saint. Modi pose la première pierre du temple qui va remplacer la mosquée détruite il y a 28 ans par les fondamentalistes hindous. C'est l'acte 2 du programme de revanche nationaliste que concrétise Modi, le symbole de la victoire de l'hindouisme sur l'islam en Inde. For 60 years, we continued fighting because some groups wanted a temple, some groups wanted a masjid. There had to be a closure to this. How can you build new things without healing wounds of the past? So, under Prime Minister Narendra Modi, we will solve the problems of the past in a decisive manner, in a manner that brings closure and justice to all, in a manner with equity. Whenever the Ram temple is going to be built in Ayodhya, it is going to be a moment of tremendous Hindu victory. And it would mean that we have taken revenge for a lot of indignities on Hindus in the 1200 years of slavery. Avec cette victoire historique, Narendra Modi met fin à des siècles de frustration hindoue et répond ainsi à Babur, le fondateur de l'empire moghol qui avait érigé la mosquée il y a 500 ans, probablement après la destruction d'un temple hindou préexistant. In India, we never really dealt with that past. And Ayodhya became a symbol of that unremembered past. People looked at the ruin, the mosque there, and they said, how did this mosque come to be? The local memory, there's a lot of local memory that says that there was a temple that stood on that site, which was raised by the founder, by one of the lieutenants of the founder of the Mughal Empire, and in its place, a mosque was erected. Depuis l'arrivée de Modi au pouvoir, les nationalistes hindous ont entrepris d'effacer les traces des autres cultures, en particulier l'héritage des invasions musulmanes, pour ne conserver que l'histoire hindoue. On voit l'hindouisme promu dans les manuels d'histoire, par exemple, qui sont réécrits de manière à ce que l'antiquité hindoue soit magnifiée, et puis les invasions musulmanes, au contraire, diabolisées. Et puis on les voit victimes de campagnes, de discrimination, de ségrégation. On va les accuser de séduire les filles hindoues pour les épouser, les convertir. On va les accuser d'abattre des vaches, animal sacré par excellence dans l'hindouisme, alors qu'ils ne les amènent que d'une foire à bestiaux à leur ferme. Et au passage, ils seront victimes de violences, voire de lynchage. Fin 2019, la machine nationaliste s'emballe. Modi poursuit la réalisation des promesses radicales faites aux hindous. Quelques mois après avoir récupéré le Cachemire, puis gagné la bataille du Temple, il modifie les critères d'accès à la nationalité indienne et réussit à faire passer au Parlement une loi qui vise à en exclure les musulmans. Le Citizenship Amendment Act, la loi qui amende l'accès à la citoyenneté, pour la première fois, fait que l'on reconnaît la religion comme un critère d'accès à la citoyenneté, puisque ce texte dit « Seuls les non-musulmans qui cherchent à trouver refuge en Inde en provenance du Bangladesh, du Pakistan et de l'Afghanistan sont éligibles à la citoyenneté indienne. » Imagine you're a Muslim living in some part of India. Someone will knock on your door and say to you, prove that you're a citizen of India. How do you prove citizenship in India? Have you been to remote corners of India? People don't have food to eat. It is a horror show. Avec cette loi qui affirme la primauté des hindous, Modi accomplit le programme de revanche nationaliste enclenché en 2014. Mais il déclenche aussi d'énormes manifestations de contestation. Partout en Inde, le peuple se mobilise pour soutenir les musulmans et demander le retrait de la loi.
the protesters who have gone up against Modi are not praising Pakistan, are not saying we want to destroy India, are not enemies of India as the Prime Minister would like to portray them. They are people, their song is the national anthem of India. Their standard is the Indian flag, and their holy book is the Indian Constitution. Dans le quartier musulman de New Delhi, les manifestations démocratiques se transforment en violentes émeutes entre extrémistes hindous et musulmans. En février 2020, ces émeutes font plus de 50 morts et des centaines de blessés. It is not a riot. To call it a riot is a joke. It's a pogrom. It's a genocide perpetrated against the Muslims of that area. Because how can you burn down hundreds of Muslims' houses? I'm not denying that non-Muslims or my Hindu brethren houses have not been burned, have not been killed. But how can you allow this genocide? This targeted killings, targeted burning of businesses, targeted burning of houses to take place in the capital of India. And even though we are witnessing protests against Modi, we mustn't forget that Modi commands immense power. He has the entire state machinery at his disposal. He has private militias raised by the RSS over 5 decades at his disposal, should he choose to use them. And in some instances, they have been used at universities. Lors des violences religieuses, la police est accusée d'avoir pris parti pour les hindous en ciblant les manifestants musulmans, en les humiliant et en les réprimant parfois violemment. Modi ne condamne pas clairement les lynchages de musulmans. Et le chef de la police indienne, son ministre de l'Intérieur Amit Shah, en profite pour faire une grande purge au sein des opposants au régime. Des intellectuels et étudiants sont arrêtés, intimidés ou sanctionnés, accusés d'avoir orchestré les émeutes. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। और इस बांटने की राजनीति के खिलाफ जो बोलता है, उसको डरा धमका के जेल के पीछे बंद करके उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। वो हमको डरा रहे हैं, लेकिन वो साथ में आपको भी डरा रहे हैं। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Human rights activists, NGO workers, even politicians from the opposition have found themselves behind bars. It's not been easy to stand up and speak against this government. For the longest time, people wondered what a Hindu state would look like. It looks the way it currently does. Its economy has cratered. There is a calamitous joblessness crisis. Minorities are being told in so many ways that they cannot be full Indians. There is a palpable fear of upsetting any member of the majority. People feel as though they live on the sufferance of the majority. And the Prime Minister has managed to create a cult of personality. And Parliament and autonomous institutions surrounding him have caved. This is pretty much what a Hindu nation looks like. L'Inde peut dormir tranquille et les atteintes aux droits de l'homme auxquelles elle procède dans son territoire n'ont encore pas fait l'objet de mise en cause, en tout cas officielle. In the world of diplomats, especially career diplomats, there is a lot of concern about this particular Hindu nationalist direction that the Prime Minister and his administration are taking. However, just concern behind the scenes doesn't change anyone's behavior. It needs to really come from the top levels. It needs to come from the state. It needs to come from the head of state in Germany, in France, in the UK, in the United States, hopefully as a united front.